Ne commencez pas par ceux qui sont épuisés, mais par ceux qui sont épuisés. Pour vraiment comprendre ce que Blavatsky appelait les personnes sans âme et comment elles affectent le karma de ceux qui entrent en contact avec elles, il est nécessaire d'abord de comprendre ce qui les anime, comment elles fonctionnent et pourquoi le système évolutionnaire produit ce type d'être, non pas comme une anomalie, non pas comme un accident, mais comme le résultat prévisible et, d'une certaine manière, nécessaire d'un processus qui inclut à la fois ceux qui avancent et ceux qui régressent au cours d'innombrables incarnations. L'être que Blavatsky a décrit comme une coquille vivante, comme un homme-machine ou comme un être sans lien fonctionnel avec son ego supérieur, n'a pas atteint cet état en une seule vie. Cela est arrivé par un processus progressif d'inversion karmique, incarnation par incarnation, choix par choix, où Kama, le principe du désir, a été progressivement renforcé en tant que force gouvernante, tandis que Manas supérieur, le canal d'influence de l'ego supérieur, a été progressivement réduit au silence par simple manque d'utilisation soutenue pendant une période suffisamment longue. Le processus, selon Blavatsky, fonctionne de manière analogue à l'atrophie d'un muscle qui n'est jamais exercé. Le manas supérieur ne disparaît pas. Il continue d'exister en tant que potentiel. L'atma ne peut pas être détruit. Il est immortel par nature. Mais la capacité de manifestation efficace de ce potentiel sur les véhicules inférieurs devient progressivement plus petite, jusqu'à atteindre le point où, pour des raisons pratiques, au sein d'une incarnation spécifique, cette influence supérieure ne parvient tout simplement pas à s'exprimer de quelque manière que ce soit dans les choix quotidiens qui déterminent la façon dont l'être se rapporte au monde et aux autres êtres qui habitent ce même monde. Ce qui reste, lorsque ce processus a atteint un stade avancé, est une structure qui fonctionne avec une grande efficacité dans le cadre des paramètres que les kamamanas inférieurs peuvent fournir. L'intelligence concrète demeure. La capacité de perception sociale demeure souvent amplifiée par le fait que toute l'énergie qui devrait être répartie entre les différents principes se concentre désormais exclusivement sur les plus bas. La capacité d'imiter des états émotionnels supérieurs demeure, car Manas inférieur peut apprendre des modèles de comportement compatissants ou aimants sans qu'aucune substance réelle correspondant à ces modèles ne doive exister en dessous d'eux. C'est ce que Blavatsky a trouvé le plus inquiétant dans la catégorie qu'elle a décrite. Non pas que ces êtres soient manifestement cruels ou manifestement mauvais. La plupart d'entre eux ne le sont pas. C'est qu'ils sont fonctionnellement impossibles à distinguer des êtres véritablement développés au cours d'interactions superficielles et de courte durée, et que seuls des contacts plus prolongés ou des circonstances qui exigent une réponse à quelque chose au-delà des intérêts immédiats de l'être révèlent l'absence de ce qui devrait être présent sous la performance parfaitement exécutée de l'humanité. Comment ce type d'être opère-t-il au niveau des relations quotidiennes, selon Blavatsky ? Principalement grâce à un mécanisme qu'elle a appelé la reconnaissance inversée, une capacité développée au cours de multiples incarnations opérant exclusivement à partir de kamamanas, d'identifier rapidement chez d'autres êtres les qualités qui correspondent à ses propres besoins de nourriture. De la même manière qu'un prédateur développe, au fil des générations évolutives, des sens spécialisés pour identifier la proie spécifique dont il a besoin, l'être dans un état avancé de déconnexion développe, au fil des incarnations d'opérations exclusives de Kama, une sensibilité spécifique pour identifier les égos avec les qualités qui permettent l'extraction de l'attention, de l'énergie, des ressources et de la validation dont Kama sans contrepoids a constamment besoin. Quelles sont ces qualités ? Le premier groupe, identifié par Blavatsky, implique des formes de développement authentique de Buddhi qui n'ont pas encore été complétées de manière adéquate par Viveka, le discernement. L'être doté d'une Buddhi bien développée est compatissant, réceptif, capable de ressentir profondément l'expérience des autres et enclin à offrir le bénéfice du doute jusqu'à ce que des preuves très claires et très cohérentes le convainquent du contraire. Toutes ces qualités, absolument précieuses et véritablement indicatives d'un véritable développement spirituel, en font une cible privilégiée pour l'être drainant, précisément parce qu'elles représentent des canaux ouverts qui permettent exactement le type d'accès que Kama sans contrepoids utilise le plus efficacement. Le deuxième groupe de qualités implique des histoires karmiques qui ont produit, dans cette incarnation ou dans des incarnations précédentes récentes, certaines formes de besoins émotionnels spécifiques. Le besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être nécessaire ou d'être vu d'une manière spécifique que le contexte de sa propre vie n'a pas fourni de manière suffisamment cohérente. L'être dans un état de déconnexion avancé est souvent habile à identifier exactement quelle une forme spécifique de manque est présente dans un ego donné, et en offrant, avec une précision considérable, exactement la simulation de la qualité que ce manque spécifique désire le plus urgemment recevoir. Cette offre initiale,
qui peut être véritablement convaincante, peut produire des sensations de connexion profonde et de compréhension mutuelle rares que l'ego a rarement expérimenté avec une telle intensité dans d'autres contextes relationnels disponibles, est ce que Blavatsky a appelé le crochet kamique. Il n'est pas consciemment calculé dans le sens où l'être drainant décide, de manière explicitement stratégique, quel appât utiliser. C'est automatique. L'expression naturelle d'un système qui a appris, au fil de nombreuses vies, à se présenter de manière à maximiser l'accès au type de nourriture kamique dont il a le plus besoin. L'accroche fonctionne parce qu'elle correspond, avec une précision qui n'est possible que dans cette combinaison spécifique de vulnérabilité et de capacité de reconnaissance, développée sur une période de temps suffisante à ce que le moi attiré avait le plus besoin de trouver. La dynamique qui s'établit après l'action du crochet présente des caractéristiques spécifiques que Blavatsky considère comme pertinentes sur le plan diagnostique. La première caractéristique est l'asymétrie progressive, le flux d'attention, de ressources, de soutien émotionnel et d'énergie vitale qui devient progressivement plus unidirectionnel au fil du temps. Un côté offrant progressivement plus et l'autre recevant progressivement plus, sans que cette asymétrie n'atteigne jamais un point d'équilibre ou un retour à la réciprocité qui caractériserait les relations entre égos avec une véritable connexion avec leurs principes supérieurs. La deuxième caractéristique est l'instabilité gérée. Le maintien par des mécanismes qui varient en fonction du niveau de sophistication manas inférieur de l'être drainé, d'un état de tension et d'incertitude suffisant pour maintenir l'autre ego constamment concentré sur la relation, essayant constamment de résoudre ce qui semble insoluble, investissant constamment plus qu'il ne reçoit, parce que la promesse que le prochain niveau d'investissement produira finalement la stabilité souhaitée reste suffisamment plausible pour maintenir le cycle en mouvement, incarnation par incarnation, ou pendant des décennies au cours d'une seule vie. La troisième caractéristique est l'imperméabilité aux véritables commentaires. Lorsque l'ego, en contact avec l'être épuisant, essaie d'offrir une observation honnête sur la dynamique qu'il perçoit, la réponse est presque invariablement une combinaison de attitudes défensives, de retournement de blâme, de changements rapides de sujet, ou de contre-attaque qui transforme la personne qui offre son feedback en problème à résoudre. Non pas parce que l'être épuisant opte consciemment pour cette réponse spécifique, mais parce que Kama, sans le contrepoids d'un manas supérieur, n'a tout simplement pas la structure qui permettrait une véritable incorporation de tout feedback, qui menacerait les schémas qui sous-tendent son propre fonctionnement habituel. Maintenant, qu'est-ce que le karma a à voir avec tout cela ? Pourquoi un ego, véritablement en développement, rencontre-t-il ce genre d'être sur son chemin, non pas une fois, pas par accident occasionnel, mais avec une fréquence qui, examinée honnêtement, suggère qu'il existe un modèle spécifique à l'œuvre? Blavatsky a été direct sur la dimension la plus difficile de cette réponse. Le karma qui entraîne un ego dans des contacts répétés avec des êtres drainants reflète souvent non seulement les vulnérabilités de l'ego attiré, mais quelque chose sur la nature même de la phase de développement dans laquelle cet ego se trouve dans l'arc évolutif plus large. Certaines étapes du développement de Buddhi, dit-elle, créent une perméabilité spécifique qui est à la fois le signe d'un véritable progrès et une source de vulnérabilité karmique particulière. L'ego, qui développe une compassion plus large, qui apprend à s'ouvrir plus véritablement à l'expérience des autres, qui dissout progressivement les murs d'autodéfense qui caractérisèrent les premiers stades de développement, cet ego fait exactement le travail qu'exige le développement de Buddhi et en même temps devient, temporairement, plus vulnérable aux formes d'extraction qui exploitent précisément cette ouverture croissante. Cela ne signifie pas que le développement de Buddhi doit être arrêté pour se protéger des êtres drainants. Cela signifie que le développement de Buddhi doit être accompagné simultanément du développement de Viveka, le discernement qui nous permet de faire la distinction entre une ouverture saine qui nourrit le développement mutuel et une ouverture exploitée qui alimente un drainage unilatéral. Le karma qui produit des contacts répétés avec des êtres drainants exige souvent, selon Blavatsky, exactement ce développement parallèle de Viveka comme complément nécessaire au développement de Buddhi déjà en cours. Il existe également une catégorie spécifique de karma qu'elle appelle karma de formation, le karma généré lorsqu'un ego développe une certaine capacité véritablement puissante au sein de son arc évolutif, mais ne dispose pas, dans cette incarnation ou à ce stade de développement, de la structure nécessaire pour gérer cette capacité sans créer une vulnérabilité correspondante. L'ego, qui développe, par exemple, une véritable capacité de guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle ou de toute autre nature spécifique, attire souvent, par un mécanisme de résonance karmique, des êtres qui ont justement besoin de ce type de capacité spécifique, y compris des êtres drainants qui identifient dans cette capacité une ressource à explorer. Ce karma formatif est, selon Blavatsky,
une partie nécessaire du processus de développement de toute capacité véritablement puissante, car cette capacité ne peut être pleinement développée indépendamment de circonstances qui mettent à l'épreuve à la fois son efficacité et ses limites. L'ego qui apprend, au contact d'êtres qui tentent d'explorer leur capacité de guérison, où finit cette capacité et où commence la contrainte de guérir qui ne sert plus au développement de personnes, réalise un apprentissage qui ne serait possible autrement que par précisément ce type de contact spécifique et ce qu'il révèle sur ses propres limites et motivations, qui doivent encore être examinées plus clairement. Blavatsky a également jugé pertinent d'examiner comment le karma de multiples incarnations d'interaction avec des êtres drainants, ou d'avoir été, dans des incarnations précédentes, un être drainant, crée des modèles spécifiques d'attraction et de vulnérabilité, qui se manifestent dans cette vie d'une manière que la personne elle-même reconnaît rarement comme un modèle, parce que chaque instance spécifique semble suffisamment différente des précédentes pour ne pas être immédiatement reconnue comme une variation sur le même thème fondamental. L'ego, qui, dans les incarnations précédentes, fonctionnait principalement à partir de karma sans contrepoids, sans nécessairement avoir atteint le degré extrême de déconnexion que Blavatsky a décrit comme une coquille vivante, mais avec des périodes de fonctionnement prolongées qui ont causé du tort à d'autres égos par extraction et manipulation, porte souvent, dans cette vie où son développement a considérablement avancé, non seulement le karma des actions spécifiques de ses vies précédentes, mais aussi une sorte de karma d'empathie inversée, le besoin évolutif d'éprouver, de l'intérieur, quelque chose de fonctionnellement équivalent à ce qu'il a causé, de l'extérieur, à d'autres égos, dans des existences antérieures, dans le cadre du processus de compréhension complète qu'exige un véritable développement évolutif. Il ne s'agit pas d'une punition cosmique, dans le sens où aucune autorité extérieure n'a délibérément créé cette circonstance pour punir. C'est une conséquence mécanique d'une loi du développement qui opère, selon Blavatsky, avec l'impersonnalité de tout autre principe évolutif. L'être qui a causé un type spécifique de dommage à travers des comportements spécifiques a besoin, à un moment donné de son arc évolutif, de développer la compréhension qui rendrait ces comportements impossibles à répéter. Et le moyen le plus efficace de développer cette compréhension spécifique est par l'expérience directe du point de vue de la personne qui a subi le dommage causé. La question pratique qui émerge inévitablement après avoir compris tous ces mécanismes est de savoir comment l'ego qui se trouve en contact avec un être drainant doit agir, à la fois par rapport à la situation immédiate et par rapport à son propre karma plus large. Blavatsky a structuré la réponse autour d'une distinction fondamentale. La différence entre ce qui est nécessaire pour mettre fin ou limiter le contact nocif actuel et ce qui est nécessaire pour véritablement traiter le karma que le contact a révélé. La première, fermer ou limiter le contact, ne nécessite souvent pas une compréhension complète de tous les mécanismes karmiques impliqués. Cela nécessite simplement suffisamment de clarté sur ce qui se passe, suffisamment de courage pour agir en fonction de cette clarté et une volonté d'accepter l'inconfort que produit inévitablement toute rupture importante d'une relation, même lorsque la relation est clairement nuisible. La plupart des égos, selon Blavatsky, ont suffisamment de clarté bien avant d'agir en conséquence. L'intervalle entre la perception et l'action est souvent le point où s'accumule le karma le plus inutile de cette situation particulière. La seconde, véritablement traiter le karma, est un travail plus étendu et plus profond, qui ne s'achève pas simplement par la cessation du contact. Ce traitement implique d'examiner honnêtement quelle vulnérabilité spécifique le contact a révélée, quel développement spécifique cette vulnérabilité indique comme étant toujours en attente, quel karma des incarnations précédentes cette situation a pu faire remonter à la surface comme une opportunité de résolution, et comment les réponses qui ont été données tout au long de la situation, à la fois celles dont l'ego est fier, et celle dont il n'est pas fier. A contribué à la configuration karmique qui suivra à partir de ce point. Ce véritable traitement, lorsqu'il est effectué avec suffisamment d'honnêteté et d'exhaustivité, a une conséquence spécifique que Blavatsky considère comme la marque la plus fiable que le karma de la situation a été véritablement travaillé. La dissolution progressive du type de ressentiment qui, maintenu indéfiniment, maintient l'ego énergétiquement connecté au soi qu'il a vidé bien au-delà de la fermeture formelle de la relation. Le ressentiment, selon elle, n'est pas moralement répréhensible au sens abstrait du terme. Elle est karmiquement inefficace précisément parce qu'elle maintient active une connexion que le processus de mise à distance consciente lui-même devrait progressivement dissoudre, retardant ainsi le type de libération réelle que seule la dissolution complète de cette connexion résiduelle peut finalement apporter. Ce que Blavatsky a renseigné, en rassemblant toutes ces analyses, sur la façon dont les êtres sans connexion effective avec l'ego supérieur affectent le karma de ceux qui entrent en contact avec eux, n'est pas que de telles rencontres doivent être évitées à tout prix, comme si elles représentaient un danger karmique univoque. Sais-tu que ces rencontres,
comme toutes les rencontres karmiques significatives, sont instructives sur qui vous êtes, sur où vous êtes encore vulnérable, sur ce qui doit encore être développé, pour que l'ouverture que le développement de Buddhi crée progressivement puisse exister sans le coup que le manque de viveka correspondant continu, bien qu'il ne soit pas développé, à imposer à tout ego qui a assez de générosité pour être reconnu, mais pas encore assez de discernement pour savoir exactement où et comment cette générosité est le plus véritablement bien appliquée. Il y a une question spécifique que la V1 de ce thème n'a pas directement explorée. Comment les êtres sans connexion fonctionnelle avec l'ego supérieur perçoivent subjectivement leur propre existence. Blavatsky considérait cette question comme importante parce qu'elle affecte directement la façon dont l'ego, qui a interagi avec un être drainant, devrait comprendre cette interaction. Et en particulier parce qu'elle annule l'erreur courante de projeter sur ce type d'être le même type d'expérience interne que n'importe quel ego avec un manas supérieur actif aurait dans la même situation. L'être dans un état avancé de déconnexion n'éprouve pas de culpabilité, dans le sens où tout ego doté de manas supérieur actif, en fait, d'expérience. La véritable culpabilité, non pas la peur des conséquences externes, mais la reconnaissance interne qu'une action spécifique contredit quelque chose de fondamental dans notre être, nécessite une structure interne qui place un principe supérieur au-dessus des désirs de Kama en tant qu'arbitre final du comportement. Sans cette structure en place, ce qui apparaît à la place d'une véritable culpabilité est, la plupart du temps, une simple irritation face aux obstacles à ce que veut Kama, ou un calcul sur la manière de gérer les conséquences externes d'un comportement spécifique sans changer le comportement lui-même. Cela a une implication pratique importante que Blavatsky considère souvent ignorée. Tenter d'éveiller une véritable culpabilité chez un être dans un état avancé de déconnexion est, selon elle, un effort fondamentalement mal orienté. La culpabilité qui peut être produite par la confrontation, la pression ou l'appel émotionnel n'est pas une culpabilité dans le sens auquel l'ego, essayant de l'induire, s'attend. C'est une performance de culpabilité, produite par Manas inférieur en tant qu'outil de gestion sociale, qui durera exactement jusqu'au point où le coût de sa production dépasse le bénéfice de la neutralisation temporaire de la pression externe qui l'a motivé. Reconnaître cette distinction évite un cycle particulièrement coûteux que de nombreux égos traversent au contact des êtres qui s'épuisent. Le cycle de confrontation, suivi par l'accomplissement d'un repentir et d'un changement de la part de l'être qui s'épuise, suivi d'un retour inévitable au même schéma, suivi d'une nouvelle confrontation, et ainsi de suite, chaque cycle laissant l'ego en confrontation progressivement plus épuisé et de plus en plus confus quant à ce qui se passe exactement et pourquoi les changements qui semblent avoir été convenus ne persistent pas au-delà de la période de pression immédiate qui les a provoqués. Blavatsky a également exploré la manière dont l'être en état de déconnexion se rapporte, subjectivement, au temps, en particulier à l'absence de la perspective temporelle plus large que Manas supérieur en contact avec Buddhi fournit naturellement à tout ego ayant cette connexion fonctionnelle. L'être qui opère exclusivement à partir du Kama Manas inférieur est, selon elle, structurellement orienté vers le présent immédiat et les bénéfices qui peuvent en être extraits, sans la perspective qui rendrait visible et significatif l'impact à long terme de comportements spécifiques sur la trajectoire évolutive plus large de l'être lui-même. Cette orientation vers le présent immédiat n'est pas un choix conscient. C'est une conséquence structurelle de l'absence de Manas supérieur comme guide. Et le corollaire pratique est que toute tentative visant à motiver un comportement différent à travers des arguments sur les conséquences à long terme, sur ce que ce comportement spécifique fera au karma de l'être, sur ce que ce modèle produira dans les existences futures, ou sur la façon dont cette relation spécifique se détériorera avec le temps si certains modèles ne changent pas, tend à trouver, chez les êtres dans un état avancé de déconnexion, une imperméabilité spécifique qui n'est pas une malhonnêteté calculée, mais une véritable conséquence structurelle de l'absence de perspective temporelle qui rendrait ces arguments subjectivement pertinents. Il existe également une dimension du karma des êtres sans âme qui implique spécifiquement la manière dont ils se rapportent à la connaissance spirituelle, aux enseignements, aux pratiques et aux traditions destinées à faciliter le développement de manas et de Buddhi supérieur. Blavatsky a observé que les êtres dans un état avancé de déconnexion démontrent souvent un intérêt pour le contenu spirituel, et démontrent même souvent la capacité d'articuler et de transmettre ce contenu avec une habileté considérable. Simplement parce que le manas inférieur, sans le contrepoids du manas supérieur, peut apprendre et reproduire des modèles de connaissances spirituelles de la même manière qu'il peut apprendre et reproduire des modèles de tout autre type de comportement socialement valorisé. Ce que la connaissance spirituelle ne fait pas, dans ces cas-là, selon elle,
c'est pénétrer les véhicules inférieurs d'une manière qui modifie véritablement les modèles de comportement que Karma a établis sans contrepoids tout au long des incarnations. L'être épuisant qui connaît profondément la philosophie ésotérique, qui peut citer Blavatsky avec précision, qui participe avec un enthousiasme apparent à des communautés spirituelles sérieuses et qui démontre néanmoins, dans ses relations les plus étroites et dans les moments de moindre surveillance sociale, exactement le même schéma automatique d'extraction et d'imperméabilité qui caractérise la déconnexion que la connaissance qu'il prétend cultiver devrait, en théorie, transformer. Cet être est, selon Blavatsky, la forme la plus sophistiquée et peut-être la plus dangereuse de cette catégorie, précisément parce que le vernis spirituel rend la reconnaissance est beaucoup plus difficile et beaucoup plus tardive qu'elle ne le serait sans elle. Le karma des êtres qui utilisent la connaissance spirituelle comme couche supplémentaire de sophistication pour le fonctionnement du karma sans contrepoids est, selon elle, particulièrement lourd précisément parce que la capacité de comprendre ce qui se fait et ses implications plus larges étaient disponibles. La connaissance était présente, l'accès à la structure qui rendrait la transformation possible existait, et le choix, bien que rarement conscient à ce niveau d'explicitation, d'utiliser cette connaissance comme ornement social, plutôt que comme outil de transformation réelle, représente un type spécifique de karma que possèdent les êtres en état de déconnexion. Sans ce vernis spirituel, ils n'ont tout simplement pas accès pour s'établir de la même manière. Il y a aussi, au sein de ce thème, une question que Blavatsky a abordée avec un soin tout particulier. Comment doit se comporter l'ego qui a compris ces mécanismes lorsqu'il se trouve en mesure de pouvoir aider d'autres égos qui sont encore en contact avec des êtres drainants et qui n'ont pas encore développé suffisamment de clarté pour reconnaître ce qui se passe. Cette position, celle de quelqu'un qui voit clairement le modèle et veut aider ceux qui y sont encore sans cette même clarté, comporte des pièges karmiques spécifiques qu'il lui semblait important d'articuler avec précision. Le premier piège est la tentative d'accélérer la clarté de l'autre par l'exposition directe et immédiate de tout ce qui est perçu. Selon Blavatsky, cette approche produit rarement le résultat espéré par ceux qui l'essaient, et produit souvent le contraire. L'ego, encore au sein de la relation épuisante, se ferme souvent, défend la relation et l'être épuisant plus vigoureusement qu'auparavant, et rompt ou éloigne parfois les relations avec des personnes qui ont essayé d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe, simplement parce que la dissonance entre ce qui est dit et ce que l'expérience émotionnelle actuelle ne confirme pas encore pleinement est insupportable à traiter immédiatement. Le deuxième piège est celui d'assumer une responsabilité karmique qui n'est pas la sienne, de traiter le travail de développement de l'ego, alors qu'on est encore dans la relation épuisante comme une tâche qui peut être accomplie de l'extérieur, comme un projet de sauvetage qui, si seulement les efforts corrects sont appliqués avec une intensité suffisante, produira les résultats escomptés. Blavatsky a été clair, chaque ego réalise son propre développement karmique par ses propres choix, à son rythme, et aucune aide extérieure ne peut remplacer ce processus interne. Ce qui peut être fait de l'extérieur, c'est créer des conditions de soutien, être présent, offrir une perspective lorsque cela est explicitement demandé, et rester disponible lorsque l'ego au sein de la relation épuisante atteint enfin le point de clarté qui l'amènera à chercher sa sortie par ses propres forces. Le troisième piège ne se rend pas compte que la tentative d'aider un autre ego à sortir d'une relation épuisante devient elle-même une relation épuisante, où l'ego qui essaie d'aider investit progressivement plus que la situation ne peut lui rendre l'appareil, où l'aide devient une dépendance de l'autre et nourrit son propre besoin d'être nécessaire, et où abandonner la tentative d'aider devient progressivement plus difficile, non pas parce que cela produirait un préjudice réel à l'autre, mais parce qu'il a créé une structure identitaire basée sur cette tentative spécifique d'aider, que l'abandon menacerait d'une manière qui ne correspond déjà pas au but initial qui l'a motivé. Blavatsky considérait également qu'il était important d'examiner comment le karma du contact avec des êtres sans âme se rapporte spécifiquement à la question de la mémoire. Non pas la mémoire des incarnations précédentes, qui n'était pas disponible pour la plupart des égos dans un état de conscience quotidienne, mais la mémoire de sa propre expérience de cette existence spécifique. Et la manière dont cette mémoire est organisée et racontée affecte profondément le karma que l'ego continue d'établir longtemps après la fin du contact avec l'être drainant. La mémoire qui maintient l'être drainant comme protagoniste central, que ce soit sous la forme d'un ressentiment actif, ou sous la forme d'une fixation sur le traitement et le retraitement indéfini des événements de la relation, ou sous la forme d'une identité construite autour du fait d'avoir été drainé par cet être spécifique. Continue, selon Blavatsky, d'alimenter une connexion énergétique résiduelle qui a de réelles conséquences karmiques. Non pas parce que la mémoire est erronée ou parce que l'événement ne mérite pas d'être traité, c'est le cas, et le traitement est nécessaire, mais parce que le véritable traitement a un point d'achèvement naturel
et que lorsque la mémoire continue de circuler bien au-delà de ce point, ce qui est maintenu actif n'est plus un traitement, mais une fixation, avec des caractéristiques et des conséquences karmiques différentes de celles du traitement initial qui était véritablement nécessaire. Le karma d'une fixation excessive sur un être drainant le passé est, selon Blavatsky, souvent plus persistant que le karma du contact initial lui-même, précisément parce qu'il est établi plus consciemment et plus délibérément que le contact initial, qui a souvent été établi sans suffisamment de clarté sur ce qui se passait. En revanche, une fixation ultérieure se produit avec plus de clarté disponible sur le modèle, et l'utilisation de cette clarté pour maintenir la fixation plutôt que pour achever le traitement et libérer la connexion représente, au sein du système de karma décrit par Blavatsky, un choix karmique avec un poids proportionnel au degré de conscience disponible au moment où il a été fait. Ce qui reste, après avoir examiné le sujet sous cet angle, en commençant par l'être drainant et ses mécanismes, et en arrivant aux implications karmiques pour l'ego, qui entre en contact avec lui, est une perspective plus complète et plus honnête que n'importe quelle approche, qui ne traiterait qu'un seul aspect du phénomène ne serait en mesure d'offrir isolément. L'être qui draine a sa propre trajectoire karmique, sa propre manière spécifique de fonctionner et ses propres conséquences karmiques que le système évolutif traitera inévitablement sur suffisamment de temps. L'ego drainé a ses propres vulnérabilités spécifiques, ses propres opportunités de développement que ce contact spécifique a rendu disponibles, et ses propres choix sur la manière de traiter et d'intégrer ce que cette expérience a révélé. Les deux camps sont dans le même système. Les deux sont, selon Blavatsky, motivés par le même processus évolutif plus large, qui inclut à la fois ceux qui avancent et ceux qui traversent des périodes de stagnation ou de régression au sein d'un arc qui, aussi long soit-il, ne comporte aucune exception permanente et irréversible pour tout être qui porte encore, aussi profondément enfoui soit-il, l'étincelle de l'atma, qui constitue, même dans les cas les plus extrêmes de déconnexion avancée, le potentiel évolutif final que cet être, à un moment donné suffisamment éloigné pour transcender complètement tout horizon de cette existence ou de toute autre existence individuelle spécifique, cela finira par être possible. Et, selon Blavatsky, cela sera inévitablement possible. Il y a aussi une dimension que Blavatsky considère particulièrement pertinente lorsqu'il examine comment les êtres, sans connexion fonctionnelle avec l'ego supérieur, affectent le karma de ceux qui les rencontrent. La question de savoir pourquoi certains égos rencontrent ce type d'être de manière répétée, sous différents formats et à différentes périodes de la même vie, alors que d'autres semblent rarement ou jamais attirés par ce type spécifique de contact karmique intense. La réponse qu'elle a proposée impliquait ce qu'elle a appelé un champ de résonance, la configuration spécifique de qualité, de vulnérabilité et de capacité que chaque ego porte à un moment donné de son développement et qui agit comme une sorte de fréquence qui résonne avec certains types d'émotions. Être et ne résonne pas avec les autres. Tout comme les instruments de musique répondent à certaines fréquences et pas à d'autres simplement en raison de leur propre construction physique, les égos réagissent à certains types de présence et pas à d'autres en raison de leur propre configuration karmique actuelle, indépendamment de toute intention consciente d'attirer ou d'éviter un type spécifique de relation. L'ego qui porte, à une période donnée de développement, une combinaison spécifique d'ouverture de buddhi, mais sans viveka correspondant, un besoin de connexion profonde qui n'est pas encore suffisamment satisfait, et une histoire karmique qui comprend des incarnations opérant majoritairement à partir de kama, présente, selon Blavatsky, un champ de résonance particulièrement compatible avec le type d'être drainant qui opère à partir de kama sans contrepoids. Non pas parce que les deux sont similaires, mais parce que les besoins de l'un correspondent précisément aux capacités d'exploration de l'autre, créant un espace spécifique. Résonance que leur karma, en un sens, a établi comme une possibilité avant qu'une rencontre spécifique n'ait lieu au sein de cette existence particulière. Changer ce champ de résonance, devenir le genre d'être moins sensible à ce type spécifique d'attraction karmique, est, selon Blavatsky, un travail plus profond et plus durable que le simple fait d'éviter des personnes spécifiques ou d'établir des règles de comportement rigides basées sur des expériences passées. Cela implique le véritable développement de viveka, en tant que véritable capacité de discernement qui opère en temps réel, avant que les schémas d'un être épuisant aient eu le temps de s'établir suffisamment profondément pour créer les impressions kamiques qui rendent coûteux le désengagement ultérieur. Et cela implique simultanément le traitement honnête des vulnérabilités spécifiques que reflète le champ de résonance actuel. Un travail qui ne peut simplement être évité ou reporté sans que les vulnérabilités correspondantes restent actives, et continue d'attirer des variations du même type de rencontre jusqu'à ce qu'un véritable traitement se produise enfin.
il y a, au sein de ce thème plus large, une dernière observation que Blavatsky a faite assez fréquemment pour mériter un enregistrement explicite, que le travail karmique le plus significatif ne réside souvent pas dans la relation avec l'être drainant lui-même, mais dans la relation que l'ego développe avec lui-même, à travers et après tout contact avec ce type d'être. La capacité d'examiner sa vulnérabilité sans se culpabiliser excessivement, de reconnaître ses schémas automatiques sans paralyser son jugement, d'apprendre ce que l'expérience offre sans se concentrer sur le coût qu'elle a coûté, et de sortir de l'expérience non seulement plus prudent mais véritablement plus sage quant à sa structure interne. Cette qualité de relation avec soi est, selon Blavatsky, l'indicateur le plus fiable disponible que le karma de cette rencontre particulière a été véritablement travaillé, et non seulement survécu. Blavatsky a également soigneusement exploré comment une exposition prolongée à un être dans un état avancé de déconnexion peut, sur une période de temps suffisante, produire des effets spécifiques sur la structure même interne de l'ego qui est drainée. Des effets qui vont au-delà du simple épuisement de l'énergie vitale et qui touchent, dans des cas plus extrêmes et plus longs, des aspects plus profonds de l'organisation interne des principes de l'ego exposé. Le premier effet qu'elle a décrit est ce qu'elle appelle l'inversion progressive des références. Le processus par lequel un ego qui reste en contact étroit et constant avec un être qui opère exclusivement à partir de Kamamanas commence, progressivement et sans s'en rendre compte clairement, à traiter les schémas opérationnels de cet être comme une référence normale pour son comportement, pour sa motivation, et pour interpréter les actions d'autres êtres qu'il rencontre dans d'autres contextes relationnels. Ce renversement n'est pas dramatique et ne se produit pas d'un seul coup. Il est cumulatif, subtil et ne devient souvent visible que rétrospectivement, lorsque l'ego se retrouve, des mois ou des années après avoir quitté la relation, à interpréter les situations à travers des filtres de méfiance ou de cynisme qui n'étaient pas présents avant ce contact spécifique et prolongé. Le deuxième effet est ce qu'elle appelle la contamination du karma par osmose, un phénomène subtil dans lequel une exposition prolongée au fonctionnement prédominant du karma d'un autre être renforce, par simple contact répété, des schémas de karma dans l'ego lui-même, qui sont moins complètement sous le contrôle du manas supérieur que d'autres aspects de sa structure interne. Cela ne fait pas de l'ego en contact un être épuisant, mais cela peut renforcer certaines dimensions de votre propre opération karma qui, sans cette exposition prolongée, serait restée plus calme et davantage sous l'emprise de manas supérieur en tant que force dirigeante. Ces effets sont réversibles, selon Blavatsky, ce qui explique en partie pourquoi l'establishment il est si urgent de s'éloigner. Plus tôt la distance est établie, plus l'étendue des effets est limitée et plus la récupération est rapide. Plus le contact est long, plus un travail d'inversion spécifique peut être nécessaire, pas seulement la cessation du contact, mais la récupération active des schémas de fonctionnement qui ont précédé ce contact, souvent par le biais de pratiques spécifiques de renforcement de manas supérieur et de contacts renouvelés avec d'autres êtres dont le champ de résonance facilite, plutôt qu'entrave, le type de développement dont l'ego a véritablement besoin. Blavatsky a également noté que l'une des conséquences les plus spécifiques et les plus durables d'un contact prolongé avec des êtres drainants est la tendance développée par l'ego, exposé à surdiagnostiquer ce type de déconnexion chez d'autres êtres, rencontrés ultérieurement, à traiter tout comportement difficile ou tout modèle relativement répandu de karma comme une preuve d'une déconnexion avancée, alors que souvent ce qui est observé est simplement le fonctionnement normal du karma, à un stade spécifique de développement qui n'a pas encore produit l'intégration plus complète du manas supérieur qu'un contact plus prolongé avec cet être spécifique pourrait éventuellement apporter. Environ. Se révèle véritablement présent, mais pas encore pleinement exprimé dans tous les contextes et en toutes circonstances de manière suffisamment cohérente. Ce surdiagnostic est, dit-elle, à la fois une conséquence compréhensible d'une expérience véritablement difficile et un modèle qui doit être reconnu et corrigé, car il produit une sorte d'isolement relationnel dont l'ego n'a pas besoin, et qui crée son propre karma spécifique d'opportunités relationnelles manquées, des connexions avec des êtres qui auraient été véritablement nourrissantes et véritablement enrichissantes pour le développement des deux côtés, qui ont été évitées simplement parce que la sensibilité développée à travers l'expérience antérieure a produit des alarmes face à des caractéristiques qui, en réalité, ne correspondaient pas au type de déconnexion qui la sensibilité était, formée pour identifier. L'équilibre proposé par Blavatsky est le même qui imprègne tout le système plus large qu'elle a construit. Non pas l'isolement que l'expérience douloureuse produit parfois comme moyen de défense, ni l'ouverture sans restriction qui caractérise l'absence de discernement, mais le discernement authentique qui distingue avec de plus en plus de précision les différents types d'êtres que tout ego rencontre au cours de toute existence,
Reconnaissant les êtres à un stade précoce de développement qui méritent de la patience, les êtres dans un état de déconnexion avancé qui méritent la distance, et la grande majorité des êtres qui habitent les êtres riches et complexes. Territoire entre ces deux extrêmes, avec lequel les relations de développement évolutif les plus authentiques et les plus nourrissantes se produisent habituellement tout au long de la majorité de toute existence significative. Ce que Blavatsky a finalement enseigné, réunissant toute cette perspective sur la façon dont les êtres sans âme affectent le karma de ceux qui les rencontrent, n'était pas la peur ou la méfiance comme position permanente envers l'humanité dans son ensemble. C'est la confiance spécifique qui vient d'un discernement véritablement développé. La capacité d'être pleinement ouvert à ce que les rencontres humaines peuvent offrir, qui est la plus précieuse, sans la perméabilité naïve qui rend possible l'exode le plus systématique. Cette combinaison spécifique d'ouverture et de discernement est, selon elle, l'une des réalisations karmiques les plus durables qu'un ego puisse réaliser au cours d'une vie spécifique. Et c'est exactement le genre de réalisation que les rencontres les plus difficiles, lorsqu'elles sont véritablement traitées, sont les mieux placées pour faciliter, tout simplement parce que rien ne développe la perspicacité plus rapidement que l'expérience concrète d'en avoir un besoin urgent et de ne pas l'avoir disponible au moment où cela comptait le plus. La rencontre avec un être sans connexion fonctionnelle, avec l'ego supérieur, et donc, dans la perspective plus large que Blavatsky a construite, une circonstance karmiquement spécifique et karmiquement significative, non pas comme une pénalité, non comme un accident, mais comme la forme particulière de pression dont ce moment spécifique du développement d'un ego donné avait besoin pour que quelque chose qui devait être développé se développe, finalement. Que ce développement se produise ou non, et dans quelle mesure l'expérience difficile se transforme en une véritable croissance plutôt qu'en une blessure qui reste ouverte, est en fin de compte le choix le plus véritablement karmique dont tout ego dispose, quelles que soient les circonstances que le karma spécifique de sa trajectoire évolutive plus large a configuré et placé devant lui comme l'arène incontournable de l'apprentissage présent et durable.